Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que ce décor derrière. Si vous êtes nouveau sur la chaîne déjà, bienvenue. Et si vous êtes ancien, vous vous dites mais où est passé le canapé au plaid bleu canard? Parti, ça y est, enfin, mes fameuses bibliothèques dont je vous parle depuis tellement longtemps, elles sont arrivées. C'est quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus quali et ça fait une plus jolie représentation des livres que j'ai plutôt que alignés sur un canapé. Bref, ce sera mon nouveau décor. J'expérimente encore un peu, peut-être qu'il sera pas définitif, mais en attendant, je trouve ça trop chouette, j'adore. Bref, on est là aujourd'hui pour faire un bilan du mois de janvier, et comme le prouve ma veste top moumoute, en janvier il fait froid. Mais là n'est pas la question. J'ai lu pas mal de livres, d'après ce que me dit mon petit carnet, et on va commencer tout de suite, histoire que cette vidéo ne fasse pas 1 heure. Je vais vous mettre quasiment tous les romans en insert, parce que je les avais quasiment tous pris à la médiathèque en fait, donc je ne les ai plus. Et le premier, on va commencer par Que passe l'hiver, c'est de David Brie, et c'est publié aux éditions de L'Homme sans nom, si je ne me trompe pas. J'ai l'édition que je ne connaissais pas du tout avant de lire ce livre, et c'était bien chouette franchement. C'est à mi-chemin, je dirais, entre un Game of Thrones et un Vikings, parce qu'on va suivre des clans vikings qui vont venir se retrouver autour d'une cérémonie pour renouveler leurs vœux qu'ils font aux dieux pour les servir chaque année. Mais pendant cette cérémonie, il va commencer à y avoir des choses étranges, des meurtres, des agissements bizarres, qui fait que la cérémonie va pas se passer tout à fait comme c'était prévu. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette, porté par la plume de l'auteur, donc David Brie, qui est magnifique, avec des descriptions qui peuvent être à la fois douces comme cruelles, avec une poésie au niveau de la plume incroyable. D'ailleurs, le début des chapitres se comporte en strophes, comme si c'était une partie d'une chanson en fait. C'est avec un verbe très joli, avec des descriptions magnifiques. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. En plus, parfait pour le côté hivernal, parfait pour mon Cold Winter Challenge, même s'il n'en faisait pas partie à la base. Il s'est incrusté, pareil. Bref, une très chouette lecture que j'ai découvert pour ce mois de janvier. On continue en second plan avec Chambre 1408 de notre ami Stephen King. Encore un Stephen King, bien sûr. Mais j'en ai lu 2 ce mois-ci de King, parce que dès que j'en vois un, je peux pas m'empêcher de sauter dessus et de le lire. Que voulez-vous? Donc, Stephen King, j'ai beaucoup aimé Chambre 1408. Chambre 1408 est d'ailleurs publié aux éditions Albin Michel, et contrairement à Le Corps que je n'avais vraiment pas apprécié, là, Chambre 1408, j'ai beaucoup aimé. C'est une petite nouvelle, il est très court, il fait 120 pages à peine, donc il se lit très vite. Et ça reste du King, on est captivé, je trouve, du début à la fin. Et on a le côté mystique, on a le côté... on comprend pas trop, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est dans la tête du protagoniste? On ne sait pas. Et pour ce qui est du résumé, on va suivre un homme qui est à la base un petit peu chasseur de fantômes et d'histoires surnaturelles pour pouvoir écrire ses nouveaux livres en fait. Et il est à la recherche de plusieurs spots soi-disant hantés pour pouvoir écrire des nouveaux chapitres pour son livre. Et il y a cette fameuse chambre 1408 de l'hôtel Dolphin qui serait hantée, possédée, on ne sait pas trop. Toujours est-il qu'il y a des événements étranges qui se passent dans cette chambre et qu'il y a eu lieu beaucoup de suicides. Notre héros, n'y croyant pas du tout, va décider de dormir dans cette chambre et on va voir ce qui s'y passe. Et j'ai envie de dire, c'est du King. On ne sait pas trop à la fin du livre si on est content du résultat ou si on est un peu en mode dubitatif, en mode j'en aimerais plus, je voudrais plus d'explications, je voudrais en savoir encore plus. Donc une chouette lecture, très rapide, un Stephen King comme on les aime, bref, une chouette lecture. Ah oui, celui-ci je l'ai en version papier, je pourrais vous le présenter, il est juste ici, c'est le syndrome E de Franck Tillier. Oui, un Franck Tillier, encore et toujours, si c'est pas Stephen King, c'est du Franck Tillier que je vous présente, j'ai l'impression. Mais que voulez-vous, j'adore cet auteur. Et il se trouve que j'ai beaucoup de ses livres, mais que je ne les ai pas encore tous lus. Donc je vais combler cette lacune en lisant les Franck Tillier qu'il me manquent, dans l'ordre cette fois-ci, et donc j'ai commencé par Le Syndrome E, qui est en fait le premier livre où il va y avoir la rencontre de Charcot et Hennebel. Et est-ce que j'ai besoin de préciser une fois de plus qu'un Franck Tillier, c'est génial. Parce que c'était le cas.
comment il fait? Franchement, comment il fait? Dès le début, sa plume, elle me captive. Je peux pas le lâcher à chaque fois. Il est incroyable. Et pour ce qui est du résumé, vu qu'il est là, je vais en profiter pour vous le lire. Un film mystérieux et malsain qui rend aveugle. Voilà de quoi gâcher les vacances de Lucy Hennebel, lieutenant de police à Lille. 5 cadavres retrouvés atrocement mutilés. Il n'en fallait pas plus à la criminelle pour rappeler le commissaire Franck Charcot en congé forcé. 2 pistes pour une seule et même affaire qui va réunir Hennebel et Charcot. Des bidonvilles du Caire aux orphelinats du Canada, les 2 nouveaux coéquipiers vont mettre le doigt sur un mal inconnu, d'une réalité effrayante et qui révèle que nous pourrions tous commettre le pire. Ceux qui ne connaissent pas le syndrome E ne savent pas de quoi ils sont capables. Voilà, j'en profite pour vous montrer cette magnifique couverture. Je suis fan, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que la plume, une fois de plus, est fabuleuse, que les recherches de Franck Tillier sont incroyablement poussées, avec énormément d'indices, énormément de faits scientifiques, médicaux, des recherches poussées dans la psychologie. C'est incroyable le travail de titan qu'il arrive à fournir sur chacun de ses romans. Franchement, à chaque fois, je suis impressionnée et happée par son style d'écriture. En même pas 2 lignes, pouf, je suis dedans et je referme le livre presque, je suis à la fin en fait. Donc, sans surprise, je l'ai adoré. Et j'ai hâte de recevoir la BD pour pouvoir maintenant comparer entre la version et papier et BD. Et un jour, quand elle sortira, la version adaptée en série télévisée. Ensuite, j'ai lu... Oulala, j'en ai lu, attendez. 1, 2, 3, 4... J'ai lu 5 tomes de Les Gouttes de Dieu. Rien que ça. Mais je suis pareil, archi fan de cette série et on arrive vraiment vers la fin. Malheureusement, on arrive quasiment là au 11e apôtre dévoilé. Il en reste plus beaucoup et après il va y avoir la révélation des Gouttes de Dieu qui, entre Kanzaki et Tomine, va l'emporter. Ah, je veux savoir, c'est pour ça qu'à chaque fois, dès que je passe à la médiathèque, je les prends même carrément 2 par 2 parce que c'est frustrant d'arriver à la fin et de se dire je veux lire tout de suite la suite. Donc, j'en suis à présent au tome 40. 40 pour le mois de février, donc il m'en reste vraiment plus beaucoup, je crois qu'il y en a 44 ou 45. Ça sent la fin, ça sent ma future tristesse aussi, mais c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, pareil, autour du monde du vin. Si vous ne connaissez pas un bref résumé, ça va être 2 frères, un de sang et un adoptif qui vont se battre pour l'héritage de leur père, qui ne le laisse pas comme ça, il va le dévoiler autour de 12 énigmes qu'il y a autour du vin, les fameux 12 apôtres qui correspondent chacun à une bouteille de vin qu'ils doivent retrouver avant de trouver le fameux Les Gouttes de Dieu, le vin ultime qui dévoilera l'héritage de leur père. C'est passionnant, c'est génial, on apprend, je trouve, plein de choses sur le vin. Des graphismes vraiment à couper le souffle, des mises en avant incroyables, bref. Comme à chaque tome, j'ai envie de dire, je me suis régalée. Et même si la fin approche, j'ai quand même hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu les tomes 2 et 3 de Aria the Masterpiece. Et c'était mignon. Cette série est vraiment une jolie découverte de l'année 2021, je trouve, avec de la poésie, de la douceur. On se laisse porter par les eaux de Néo-Venise sur les gondoles, au gré de leurs aventures, toutes mignonnes. Et franchement, on se laisse bercer, c'est un peu comme le manga Soupinou, je dirais. Il n'y a pas, on va dire, de grande histoire en soi, il n'y a pas de réel but. Mais on se laisse vraiment porter par la douceur du dessin et par la légèreté de l'histoire qui nous fait voguer sur les eaux avec les gondolières. C'est vraiment très très mignon. 3e tome sur 7, je crois bien. C'est pas facile de les trouver à ma médiathèque. À chaque fois, ils sont empruntés, mais je comprends tout à fait parce que c'est vraiment super mignon, très joli, avec des beaux dessins. Une histoire à la fois touchante, drôle, très bien dessinée, qui donne des informations sur Venise, sur le Japon, sur les rites qu'il y a. Vraiment très chouette et franchement, je vous le recommande si vous voulez passer un agréable moment de lecture. En janvier, j'ai également lu un roman graphique qui s'appelle Queenie. Je ne sais plus trop de qui c'est, donc ce sera marqué sur l'affiche juste ici.
Et c'est un roman qui parle de Stéphanie Sinclair, qui était la marraine de Harlem en fait. Comme il le dit si bien sur la couverture, on connaît Al Capone, on connaît les grands noms de la mafia de l'époque, mais personnellement, Stéphanie Sinclair, je ne la connaissais pas du tout. Et c'est une femme noire qui était à la tête donc de Harlem, qui était également à la tête d'une loterie trafiquée et qui avait son lot comme ça de petits trafics à droite à gauche où elle avait mainmise sur Harlem. Et les gangs et mafias adverses n'étaient pas tout à fait d'accord qu'une femme noire qui plus est, soit à la tête d'un gang plus puissant que le leur. C'était très intéressant, j'ai trouvé, parce que je ne connaissais absolument pas cette femme, donc j'en ai appris un peu plus sur sa vie. Attardons-nous quand même sur l'objet livre, qui est la couverture magnifique, toute faite de noir avec ces espèces d'arabesques dorées, très très jolies, avec l'ancrage en noir et blanc qui sait parfaitement saisir la lumière là où il faut, avec les ombres parfaitement placées. Très très joli. Le petit reproche que je pourrais lui faire, c'est que justement c'est en noir et blanc. Je pense que ça aurait gagné en puissance s'il avait été en couleur en fait. C'est joli, c'est plutôt bien dessiné, moi le dessin m'a plutôt bien fait accrocher, mais ça manquait un peu de peps, point de vue que justement il n'y avait pas cette colorisation derrière pour amener un petit quelque chose en plus à cet ouvrage. C'est le seul truc que je lui trouverais un petit peu dommage, sinon c'était quand même plutôt bien. Très intéressant, point de vue historique et point de vue connaissance sur une femme dont je ne connaissais absolument pas l'existence jusqu'alors. Très très sympathique, une belle découverte là aussi. On va rester dans les graphiques avec le 4e tome de Lock and Key. Et c'est absolument génial, ce tome 4 est vraiment en apothéose. On va crescendo à la fois dans les problèmes et à la fois dans la compréhension du récit, vers le dénouement final de l'histoire. Ça bouge à tout va, y a des amitiés qui se font, se défont, il y a des trahisons. On a peur et en même temps on veut voir si cette famille va s'en sortir avec cette fameuse dame dans le puits. Ah, il y a des combats avec des ombres, avec des espèces de ronces, avec des animaux qui deviennent agressifs, avec des statues qui prennent vie. Bref, toujours ce jeu des clés magiques qui arrive à ouvrir des portes et donner des pouvoirs incroyables que je trouve vraiment fascinant. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 5 entre les mains, et il n'était pas disponible à ma médiathèque. C'est cruel le sort. Il s'acharne pour pas que je lise la fin. Je suis trop triste, mais je vais y arriver. Et ça m'embête, j'ai pas Netflix, mais c'est un Lock and Key en série, c'est un peu un argument qui me dirait allez, prends un abonnement, ça peut être sympa à regarder. Je lutte, mais il y a tellement de trucs bien sur Netflix que je pense que je vais finir par craquer. Bref, Lock and Key, tome 4, un chef-d'œuvre, je me suis vraiment régalée. Et il me reste à présent 3 romans à vous présenter. Et encore un Stephen King. Et oui, je vous avais dit j'en avais lu 2 ce mois-ci. Et ce dernier, c'est Joyland. Je ne l'avais encore jamais lu. C'est Laura de Laura's Readings qui m'a rappelé comme quoi il existait en fait sur une de ses vidéos. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Et par chance, il était à ma médiathèque, donc je suis faible. Hein, plutôt que de lire ma pile du Cold Winter, j'ai pris Stephen King et je l'ai lu. Voilà. Bref, c'était chouette. C'était quand même une super belle découverte. Et on va être dans un parc d'attractions où on va suivre un jeune homme qui est là en boulot d'été, qui va se lier d'amitié avec les forains de ce fameux parc d'attractions, et qui va apprendre qu'il y a une maison hantée, et qui porterait bien son nom parce qu'il y aurait le fantôme d'une jeune fille qui revient hanter cette maison parce qu'elle serait morte à l'intérieur. Est-ce que c'est vraiment un fantôme? Est-ce que ce meurtre cache quelque chose d'autre? On ne sait pas trop. Il va y avoir ce côté un petit peu mystique que Stephen King aime bien apporter à chacun de ses livres. Et il va surtout y avoir une très jolie histoire d'amitié entre notre héros et un petit garçon qui est gravement malade et qui voudrait découvrir, on va dire, la vie avant peut-être de mourir très très jeune. Il va donc se lier d'amitié avec ce petit garçon et avec cette mère célibataire qui donne tout pour son fils, mais qui est en même temps excessivement craintive et méfiante envers les autres parce que son fils est donc malade, donc elle ne veut pas les laisser s'approcher et elle ne veut pas que son fils
entre guillemets, s'épanouisse comme un vrai petit garçon parce que c'est trop dangereux pour lui d'aller faire des activités au dehors. Il peut tomber malade, il peut se faire mal, il peut avoir une rechute au niveau de son traitement. Et il va y avoir cette fabuleuse relation qu'il y a entre ces trois personnages qui montre que Stephen King, il sait non seulement décrire quelque chose de à la fois fantastique, un petit peu mystique, un petit peu fantomatique, mais il sait également très bien décrire les sentiments humains. C'était une très jolie découverte. Pas un Stephen King qu'on a l'habitude de lire avec une ambiance beaucoup plus horrifique, mais une très jolie découverte sur les relations humaines, avec quand même un petit côté mystique derrière. Et l'avant-dernier livre que je vais vous présenter pour ce bilan de janvier se nomme La Chasse. J'ai perdu le nom de l'auteur une fois plus, je suis incorrigible. Je vous mets juste ici avec la couverture. Je sais par contre que c'est publié aux éditions Sonatine. Et j'ai beaucoup aimé. De mémoire, je l'ai découvert sur la chaîne de Piketty Bookin. Je ne suis plus très sûre, mais je vous mets de toute façon toutes les chaînes dont je vous parle dans la barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur les chaînes et de Laura et de Piketty. Pour en revenir à La Chasse, j'ai beaucoup aimé. On va être en Australie, comme le prouve la terre très très rouge de cette couverture, et on va suivre un homme qui est propriétaire d'une station-service perdue au fin fond du bush australien, qui doit garder sa petite fille à la demande de son fils, et qui sait pas trop comment s'y prendre parce qu'il vit seul depuis très très longtemps, et quand il voit la gamine débarquer, il sait pas trop comment l'occuper en fait. Et un soir, une jeune femme va arriver dans sa station-service couverte de sang, gravement blessée, et elle va s'effondrer à ses pieds. Et c'est là que les ennuis arrivent parce que si elle est blessée, ce n'est peut-être pas pour rien et elle n'est peut-être pas toute seule. Et on est dans une espèce après de course-poursuite entre les sentiments, on va dire, du grand-père pour sa petite fille qui grandissent à mesure que le danger approche, et cette femme qu'il ne connaît absolument pas, qui va lui apporter des problèmes, qu'il n'a pas envie d'aider parce qu'il veut rester dans sa petite vie pépère, mais en même temps il peut pas la laisser mourir et se vider de son sang sur sa station-service. Et donc il veut l'aider également, mais est-ce que l'aider c'est pas ramener des problèmes chez lui? Est-ce que l'aider ça signifie pas aussi aller au-devant d'ennui? Il va y avoir cette course-poursuite avec des hommes armés qui vont venir les pourchasser. Et on est un petit peu dans un espèce de huis clos quelque part dans cette station-service, au milieu de nulle part, dans cette terre rouge, aride qu'est l'Australie, où personne ne peut vous entendre crier et personne ne peut vous aider avant un très long moment si vous appelez à l'aide. Donc il y a une espèce de tension constante de est-ce qu'ils vont s'en sortir, est-ce qu'ils vont l'aider, est-ce qu'ils vont se faire rattraper par les méchants, est-ce que les méchants vont réussir leur coup? C'est très bien mené, c'est avec des chapitres qui alternent sur les points de vue de plusieurs personnages, à la fois dans le passé, dans le présent, pour continuer l'avancée de cette fameuse chasse. C'est prenant, et ça me faisait un peu penser au film Wolf Creek, qui se passe également en Australie, et qui montre des personnes australiennes assez peu engageantes finalement, comme dans La Chasse. J'ai beaucoup aimé, c'était très sympa à lire. Il se lit assez vite, mais franchement c'était une très jolie découverte, haletante, qui tient bien le lecteur en haleine et qui le pousse à tourner les pages toujours plus vite pour savoir ce qui va se passer. Et si je ne me trompe pas, on arrive maintenant à ma toute dernière lecture qui va clore ce bilan de janvier 2022. Et malheureusement, on va le clore sur une déception. Pourtant, j'en attendais beaucoup de ce livre parce que j'en avais beaucoup entendu parler. Quand je l'ai vu passer, il m'avait l'air passionnant. Je vais vous parler de Le Sanatorium de Sarah Pearse, dont je vous affiche tout de suite la jolie couverture sur le côté. Couverture qui m'a piégée une fois de plus, parce que moi on me parle de sanatorium, on m'affiche une jolie bâtisse perdue au fin fond de la montagne, couverte de neige, perdue dans une tempête. Un thriller en plus, je signe tout de suite. Et déçue. Très très déçue, et c'est dommage parce que le pitch avait l'air pas mal. C'est une policière qui est actuellement en congé, qui va se rendre dans un ancien sanatorium qui a été converti à présent en hôtel de luxe pour célébrer les fiançailles de son frère. Et pas de chance, les vacances vont être vite écourtées car une personne est retrouvée morte, assassinée. Et en parallèle de ça, une tempête de neige est en train de les couper du monde et de les bloquer complètement isolés
au fin fond de la montagne. Donc, un thriller mélangé un petit peu à un huis clos qui me paraissait assez sympathique sur fond de sanatorium, donc avec un passé assez lourd, avec des tests médicaux qui se faisaient à l'époque sur les malades. Et finalement, j'ai été extrêmement déçue parce que la lecture n'est pas très fluide en fait, malheureusement. La plume est plutôt bien, je trouve qu'elle m'a pas dérangée, elle est assez fluide au point de vue, elle se lit vite, elle se lit plutôt bien aussi. Mais ma lecture a été bloquée et hachée par une héroïne totalement antipathique, bourrée malheureusement de phobies, de traumas, de problèmes. Bref, c'était assez long et dérangeant à lire parce que, en fait, l'enquête est entrecoupée à chaque fois d'une crise d'asthme, d'une crise de claustrophobie, d'un problème du passé qui ressurgit, d'un flashback qui va la paralyser. Et au final, cette pauvre femme, on a l'impression qu'elle a tous les malheurs et toutes les maladies et phobies de l'univers qui la bloquent, qu'elle n'arrive pas à s'en défaire pour avancer plus loin dans sa vie à elle, mais aussi pour avancer dans l'enquête. Et le lecteur, il est un petit peu là pour ça quand même, pour voir ce qui se passe dans cette enquête. Et malheureusement, moi, ça ne l'a pas fait du tout, parce que moi, je voulais aller plus loin dans l'enquête, mais je voulais y aller de manière fluide, pas être hachée toutes les 30 secondes par une crise de panique de madame, quoi. C'est dommage. C'est très dommage, et j'avoue que j'attendais beaucoup plus, notamment par ce titre, le sanatorium. J'attendais vraiment une partie du passé du sanatorium beaucoup plus approfondie et recherchée pour pouvoir donner la lumière sur l'enquête, parce que on se doute bien qu'un sanatorium, c'est un lourd passé, et que la transformation en hôtel de luxe, elle est là, oui, mais quand même, ça reste une bâtisse qui a accueilli des tuberculeux et qui a eu beaucoup de morts quand même au sein même de ces murs. Et non, il y a une partie comme ça, hein, il y a une partie qui parle du passé du sanatorium point de vue médical, mais il arrive beaucoup trop loin dans le récit, et pareil, il est expédié en même pas 3 chapitres. Je trouve ça vraiment très très dommage. J'attendais vraiment beaucoup plus de ça, c'était une déception malheureusement. Et même la fin ne m'a pas convaincue, elle appelle pourtant à une suite, voire même je dirais presque à un début de saga avec Eileen en héroïne. Mais honnêtement, j'ai pas aimé ce que j'ai lu, donc ça me donne pas envie de lire un autre tome. Pour le moment en tout cas, on verra après avec le temps si le titre suivant m'interpelle et me donne envie de le lire, mais j'avoue que pour le moment, c'est pas ça. C'était très très bof malheureusement comme lecture. Et très dommage parce que j'en attendais vraiment beaucoup. C'est comme ça, on peut pas aimer toutes les lectures à tous les coups. C'est pas grave, comme d'habitude, lisez-le, hein, faites-vous votre propre avis, et n'hésitez pas à utiliser la section des commentaires si vous voulez qu'on en discute. Et voilà, je pense que sur ce, j'ai terminé ici toutes les lectures que j'ai fait au mois de janvier. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être découvert des nouveautés. J'espère également que ce décor vous convient un peu mieux que mon superbe canapé plaid bleu canard. Et sur ce, je vais vous souhaiter d'excellentes prochaines lectures, et je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!